Il n'est pas le plus grand, pas le plus original, ni même le plus beau, mais il est devenu unique. Et après seulement 25 ans d'existence, il occupe déjà une place à part dans le cœur des Français. C'est le Stade de France, principal écrin de la Coupe du Monde de rugby 2023 et témoin de moments exceptionnels. Il est sans aucun doute moins populaire que le Parc des Princes ou le Stade Vélodrome auprès du public et même auprès des sportifs, mais petit à petit, à force d'accueillir les plus grandes compétitions et les plus grands concerts, le Stade de France s'est construit une histoire. Le Stade de France a été construit à Saint-Denis, en proche banlieue parisienne, après d'âpres discussions et surtout une longue bataille politique. Tout commence en 1988. La France est candidate pour l'organisation de la Coupe du Monde de football 98, mais il n'existe aucune enceinte de plus de 45 000 places dans l'Hexagone. Un grand stade doit donc sortir de terre, mais où ? Plusieurs sites franciliens sont retenus, Vincennes, Nanterre ou Marne-la-Vallée. En 1991, Michel Rocard, Premier ministre socialiste, avance la ville nouvelle de Melun-Sénart pour accueillir le projet. C'est décidé, celui que toute la France appelle désormais le Grand Stade, verra le jour à 35 km de Paris, sauf que la droite et Jacques Chirac ne sont pas d'accord. Le maire de Paris refuse de financer un projet qu'il juge difficile d'accès et beaucoup trop éloigné de sa capitale. Finalement, en 1992, Édouard Balladur, Premier ministre de droite, annonce que c'est Saint-Denis qui accueillera le projet du nouveau stade. Vincennes devra se contenter de son hippodrome. Plus tard, Marne-la-Vallée aura Disneyland. Bien plus tard, Nanterre son Arena. Et Melun-Sénart n'aura rien du tout. Quatre architectes français, Émeric Zublena, Michel Réjambal, Claude Costantini et Michel Macari, sont chargés d'imaginer le futur grand stade sans nom. Sur ce projet, ils étaient en concurrence avec Jean Nouvel, qui proposait, lui, un stade rectangulaire, muni de ce qui aurait été le premier toit amovible de France. Nouvel souhaitait également 4 tribunes qui se déplaceraient sur des roues et des coussins d'air pour couvrir la piste d'athlétisme quand le besoin s'en ferait sentir. Un projet novateur, mais visiblement un peu trop. Rien à voir, en tout cas, avec le dessin final du Stade de France, très largement inspiré du terminal de la compagnie panaméricaine de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy à New York. La construction de cette grande soucoupe volante débute le 2 mai 1995 et c'est Bouygues, le géant français du BTP, qui est chargé de la réalisation. Particularité, le terrain et les tribunes sont enterrés de 11 mètres par rapport au parvis du stade, pas pour des raisons esthétiques, ni même techniques, mais tout simplement parce que sans cette curiosité architecturale, le sommet du stade aurait été plus haut que la flèche de la basilique de Saint-Denis. Or, aucune construction de la ville ne doit dépasser la hauteur de la basilique. Le 4 décembre 1995, c'est Guy Dru, alors ministre des Sports, qui dévoile le nom du fameux Grand Stade. Ce sera Stade de France. C'est pourtant le nom de Michel Platini qui avait été plébiscité lors de la consultation populaire organisée par Radio France. Mais Platini, coprésident du comité d'organisation du Mondial 98, avait opposé un nom catégorique de mon vivant, jamais. Platini, lui, avait voté pour Stade de France, qui était pourtant arrivé loin derrière son nom ou celui de François Mitterrand, jugé trop politique. Le nom Stade de France, c'est la chanteuse Liane Folly qui l'aurait suggéré la première au sein du comité de réflexion créé pour l'occasion, à moins que ce ne soit l'acteur Francis Huster qui revendique également sa paternité lors d'une discussion avec Guy Dru. Mais peu importe finalement de savoir qui a trouvé ce nom. Dans un premier temps, les Français sont plutôt déçus par ce choix pas vraiment original et on se moque beaucoup du sigle SDF. Mais 25 ans plus tard, il faut bien avouer que le nom Stade de France ne fait plus débat et que l'enceinte fait désormais partie du patrimoine sportif et architectural français.
Le Stade de France est inauguré le 28 janvier 1998 en présence du président Jacques Chirac. Par un froid de canard, l'équipe de France de football domine l'Espagne en match amical. 1-0, but de Zinedine Zidane. Zidane, premier buteur donc du Stade de France. Pas exactement. Avant l'inauguration officielle, un match s'était déjà joué sur la pelouse du SDF. Une sélection d'ouvriers avait rencontré le Variété Club de France et c'est un ancien rugbyman, Serge Blanco, qui avait ouvert le score. Blanco, vrai premier buteur du Stade de France. Le Stade de France, aujourd'hui temple du sport français et plus grande salle de concert du pays, a d'abord été construit pour accueillir la finale de la Coupe du Monde 1998. Un triomphe, puisque, contre toute attente, le 12 juillet 1998, les Bleus y battent le Brésil 3-0. 2 buts de Zinedine Zidane, décidément très à son aise au Stade de France, et un dernier d'Emmanuel Petit. Grâce à ce succès, la reine de Saint-Denis entre par la grande porte dans l'imaginaire collectif des Français. Après 1998, le Stade de France enchaîne avec la finale de la Coupe du Monde de rugby en 2007. Il devient alors le premier stade à avoir accueilli une finale de Coupe du Monde de football et une finale de Coupe du Monde de rugby avec la finale de la Coupe du Monde de rugby 2023. Cela fera 3, un autre record. Grâce ou à cause de la Coupe du Monde 98, le Stade de France est d'abord estampillé football. Depuis son inauguration, il accueille pourtant les plus grands matchs de rugby et notamment ceux du 15 de France. Le 7 février 98, les Bleus, comme un symbole, font leur grand début au Stade de France en dominant l'Angleterre 24-17. Impossible d'imaginer meilleure entrée en matière. Et pour leur premier tournoi des 5 nations dans leur nouveau stade, les rugbymen français remportent la compétition et réussissent même le 6e grand chelem de leur histoire, le début d'une belle et longue histoire d'amour. Raphaël Ibanez, Philippe Bernatsal, Christophe Lamaison et les autres sont des précurseurs, les grands frères de ceux qui ont dominé les fameux All Blacks néo-zélandais le 21 novembre 2021, pour ce qui restera sans doute comme le plus grand match de rugby joué sur la pelouse du Stade de France. 40-25 pour des Bleus qui donnent une improbable leçon aux triples champions du monde. Antoine Dupont, Romain Tamac et Gaël Ficou connaissent la marche à suivre pour remporter leur Coupe du Monde dans leur Stade de France le 28 octobre 2023. Au total, le Stade de France accueille 10 matchs de la Coupe du Monde 2023, dont le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande le 8 septembre, un très prometteur Irlande-Écosse le 7 octobre, les 2 demi-finales et donc la finale. Le Stade de France est d'abord une enceinte sportive, c'est une évidence. Football, rugby, athlétisme, mais aussi course automobile, motocross, voile, planche à voile. La pelouse du Stade de France est même devenue une plage. Mais dès le début de son exploitation, le site a également été utilisé comme la plus grande salle de spectacle de France, une véritable arène conçue pour accueillir les plus grands shows. Officiellement, ce sont les Rolling Stones qui ont été les premiers à jouer sur la scène du Stade de France le 25 juillet 1998, alors que Johnny aura été le premier français. Sauf que c'est en fait Jean-Louis Aubert, l'ancien chanteur du groupe Téléphone, qui aura été le premier à chanter au SDF, premier français et premier tout court, puisqu'il avait assuré la première partie des Rolling Stones ce fameux 25 juillet 1998. Johnny n'aura donc pas été le premier, mais il reste le chanteur qui a le plus joué au Stade de France, avec 9 concerts et à chaque fois à guichet fermé. L'histoire retiendra également que Céline Dion aura été la première femme du Stade de France et Mylène Farmer la première française, alors que le record absolu du nombre de spectateurs date du 21 mai 2022. Ce soir-là, Indochine avait réuni un peu plus de 97 000 fans au Stade de France pour son Central Tour. Une scène au milieu de la pelouse et du monde, beaucoup de monde autour. Jean-Marie Bigard, lui, est le seul humoriste à avoir rempli le Stade de France grâce à son spectacle Des animaux et des hommes, le 18 juin 2004, joué devant 52 000 personnes. Un record pour un stand-up.
Par ordre chronologique, Bigard est le 7e artiste à avoir rempli le stade, juste avant Sir Paul McCartney. L'histoire du Stade de France est jalonnée de moments heureux, mais pas que. Les histoires extra-sportives, petites ou grandes, ne manquent pas. La première remonte au 6 octobre 2001, à l'occasion du match de football France-Algérie. Avant le coup d'envoi, la Marseillaise est sifflée. La Marseillaise sifflée. Il n'y a pas que les Bleus qui ont été choqués. Puis, alors que les Bleus mènent facilement 4-1, la pelouse est envahie par des supporters de l'Algérie. La partie ne reprendra jamais. Le stade est plein à craquer, 80 000 spectateurs et 13 millions de téléspectateurs médusés assistent à ce triste spectacle devant leur poste. Pour la première fois de l'histoire, un match des Bleus est interrompu sur le sol français. Ce match a été victime de sa propre densité passionnelle, explique Mohamed Gouali, l'ambassadeur d'Algérie en France. Le 13 novembre 2015, ensuite, le Stade de France accueille un match de football France-Allemagne, un classique. Les Bleus reçoivent les champions du monde pour un match de gala qui vire au drame. 21h17, un quart d'heure après le coup d'envoi, une première détonation retentit aux abords du Stade de France, puis une deuxième, 2 minutes après. Ce sont en fait 2 kamikazes irakiens qui viennent de se faire exploser presque simultanément en appuyant sur les boutons poussoirs de leur ceinture truffée de boulons. L'une des explosions tue un chauffeur de car qui attendait tranquillement la fin du match. Manuel Dias est la première victime des attentats de ce vendredi 13 novembre 2015. Au total, entre Saint-Denis, les rues de Paris et la salle de spectacle du Bataclan, 130 personnes perdent la vie ce soir-là. Le 28 mai 2022, enfin, le drame est évité au Stade de France, mais de peu. Le dispositif de sécurité mis en place autour de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool provoque des scènes de chaos aux abords de l'enceinte. Attente de plusieurs heures aux différents points de contrôle, supporters en souffrance, familles et donc enfants aspergés de gaz lacrymogène ou victimes de vol. Le coup d'envoi de la finale est retardé de 37 minutes. Le Real gagne 1-0, mais c'est la polémique qui l'emporte. En France comme au Royaume-Uni, si elle n'est pas capable d'organiser une finale de Ligue des Champions, la France est-elle prête à accueillir les Jeux Olympiques de 2024 ? Après la Coupe du Monde de rugby 2023, le Stade de France a rendez-vous avec les JO de 2024. Les épreuves d'athlétisme, des Jeux Olympiques et Paralympiques auront lieu au SDF ainsi que le tournoi de rugby. Pour un succès optimal, 7 mois de travaux de mise en conformité, de modernisation et de transformation du stade sont nécessaires. Pour la première fois depuis l'inauguration du Stade de France en 1998, il n'y aura aucun concert, aucun match de rugby du tournoi des 6 nations dans l'enceinte en 2024. Le plus grand stade français ne pourra pas non plus recevoir les matchs de l'équipe de France de football, ni même la finale de la Coupe de France. Avec les JO de 2024, le Stade de France aura accueilli tous les événements sportifs internationaux, mis à part le Super Bowl, la finale du football américain. Rien que pour cela, le Stade de France n'a pas d'équivalent dans le monde. Il n'est pas le plus grand, pas le plus original, ni même le plus beau, mais il est devenu unique. Malgré toutes ces qualités, le modèle économique actuel du Stade de France n'est pas rentable et il devrait changer dans les années à venir. L'État, qui est propriétaire, étudie plusieurs pistes. Une chose est acquise, une décision sera prise d'ici janvier 2025, date de la fin de la concession actuelle. Le stade pourrait carrément être vendu, un nouvel exploitant pourrait arriver ou un club résident pourrait s'imposer. Le Stade de France est estimé à 600 millions d'euros.
Pas sûr toutefois qu'à ce prix-là, les acquéreurs se bousculent. Le SDF n'est pas exactement pratique d'accès et son coût d'entretien est très élevé. En 2018, un rapport de la Cour des comptes estimait que le Stade de France était un véritable gouffre financier et pressait l'État de s'en séparer.